De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous avons nos observateurs du mardi, à savoir Yoël Pépin. Bonsoir Yoël. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe et bonsoir à nos invités. Alors Yoël, je vais profiter pendant 2 petites minutes rapidement, puisque tu rencontres une problématique justement avec ton véhicule. Je pense que ce serait intéressant d'expliquer à la population comment c'est compliqué justement quand on a des motos électriques, puisque ça se vend bien, ok c'est bien, mais sur le service après-vente. Alors c'est relativement compliqué et bon, je pense que quand il y a des nouvelles choses comme ça en Guadeloupe, c'est normal de rencontrer ce genre de cas. Et c'est pour ça qu'on doit faire quand même il faut faire quelque chose pour que quand on intègre ce genre de choses positives comme une moto électrique, l'électricité, qu'il y ait derrière quand même des choses qui ne dégoûtent pas en fait de cette manœuvre. Parce que par exemple, pour toi, tu veux remplacer une roue. Tu as une crevaison, tu veux remplacer une roue, tu ne veux pas remplacer ta roue. Ah ouais, c'était compliqué. Il a fallu trouver le pneu. Heureusement, il y a une entreprise en Guadeloupe qui vendait le pneu associé à la moto. Bon. Ensuite, pour la montée, tous les trucs habituels, babine pneu, etc., comme ils ne sont pas équipés pour ça. Ils sont équipés, ils peuvent le faire, mais comme ça ne rentre pas dans les normes, il y a des choses à vérifier pour voir que bon, ça va pas fuiter pendant, etc., ça va pas causer d'accident. Ça sort des normes de 2. Et ensuite, quand on a d'autres problèmes, comme par exemple redresser la jante, etc., c'est problématique parce que le moteur est dans la jante. Donc, ils ne peuvent pas chauffer le truc pour taper dessus, etc., comme c'est de l'alliage. Donc, une problématique où on peut très vite se retrouver à jeter des motos électriques, en fait, c'est ça, au final. Donc, tout l'effet bénéfique qui est censé être là pour la Guadeloupe, il est jeté à la poubelle, hein, en fait. Donc c'est un retournement de situation. Mais heureusement, il y a des indépendants qui sortent un petit peu des sentiers battus pour aider les jeunes qui ont besoin les jeunes ou les propriétaires de ce genre de véhicule. Tous les propriétaires. Pour ne pas avoir à la jeter, en fait. Merci Yoël. Bon, je voulais qu'on interpelle, puisque effectivement ça se vend bien. Si on veut continuer à aller sur ces tendances-là, s'il n'y a pas de SAV de remplacement, ça finira à la poubelle et ça coûte pas cher. Donc on va l'utiliser 1 mois, voire peut-être 1 an, et après on garde ça sur le bas-côté et ce sera là à pourrir. Nous avons également sur le plateau Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Et Miguel qui nous a ramené Méline Guéguen, qui est gérante d'Alim Conseil, une entreprise spécialisée en accompagnement en sécurité des aliments. Bonsoir Méline. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Alors bon, on a fait la petite parenthèse, on va éviter... on a le temps de parler des retraites ou pas Miguel? Oui, on a le temps de parler de tout ce que tu veux. Bon, mais qu'est-ce que vous pensez alors justement des mobilisations pour la réforme des retraites? Ça sert à quelque chose? Ça sert à rien du tout? Dis-nous Miguel. Moi, je pense que les mobilisations sont très utiles. Ça permet de rajouter des pages dans les livres d'histoire. Voilà. Rajouter des pages dans les livres d'histoire. C'est tout. Bon, en gros, pour toi, ça sert strictement à rien. Non, en fait, à l'heure actuelle, on fait des grèves quand les choses sont déjà un petit peu trop tard. Mais après, bon, on ne sait jamais. Peut-être que ça va mobiliser certaines personnes dans les gros hémicycles. Mais moi, personnellement, je pense qu'il est un petit peu trop tard. Mais c'est intéressant de voir que toute la population se réunit pour une même cause. Et moi, ça me fait plaisir. Du coup, j'observe de loin et je félicite la population guadeloupéenne, française, etc. Voilà. Mais pour toi, il est trop tard, grosso modo. Déjà, il fallait se manifester peut-être au moment où il fallait voter, déjà. Ça s'est joué à l'élection pour toi? Oui, tout simplement, ça s'est joué à l'élection. Il fallait choisir entre des gens qui n'allaient pas... dévier un chemin et des gens qui ont... C'est pas dévier, puisqu'il t'a dit, c'est mon programme. Moi, je vous avais dit, vous allez travailler jusqu'à 65 ans avec moi, vous allez voter pour moi, maintenant assumez. En fait, je suis allé un petit peu vite. En fait, effectivement, oui, c'était déjà dit, mais en fait, je parlais de ce qui s'est passé avant. Voilà. Okay. Mais on s'est compris quand même. Voilà. Effectivement. Méline, qu'est-ce que tu en penses? Je rejoins Miguel sur son avis. Effectivement, c'est un peu trop tard. Il fallait se manifester lors des élections présidentielles, puisque, comme tu l'as dit, c'était dans le programme, donc on savait que ça allait arriver. Et aujourd'hui que ça arrive, on manifeste notre mécontentement. C'est bien. Oui, il faut manifester son mécontentement, mais ça va passer quand même. Donc,
Voilà. Moi, je suis. C'est pas pour être défaitiste ni quoi que ce soit, mais bon, on est un peu réaliste. Hein. On a vu un petit peu le process des gouvernements Macron. Quand ils disent un truc, en général, bon, ils vont foncer tête baissée, ils vont y arriver. Donc, a priori, pour moi, le texte passera. Il sera voté dans les jours qui viennent. Yoël. Alors moi, j'ai plutôt un regard... En fait, pour moi, l'intérêt des grèves perd un petit peu l'intérêt est perdu quand ça vise l'État et pas les entreprises. Je sais que quand c'est pour une entreprise, il y a une véritable perte. Donc tout de suite, le directeur sait qu'il va avoir une perte, etc. Quand on le fait à l'État, en fait, c'est un peu nous qu'on... Et tu penses qu'ils se disent, bon, c'est de l'argent public, faites grève, mais vous allez payer à la fin de toute façon. J'ai l'impression qu'on s'est accoutumé du droit de grève, en fait. Et c'est l'État qui l'a fait. Bon, peut-être les travailleurs par rapport aux entreprises, mais quand on fait grève à l'État, je ne sais pas s'ils payent vraiment les pots cassés. Est-ce qu'au final, c'est pas nous qui payons les pots cassés, en fait? Donc je pense qu'on s'est accoutumé du droit de la grève, personnellement. L'État n'a pas d'argent. Hein. Pendant que Yoël dit ça, ça me rappelle quelque chose que j'avais vu. C'est la porte de sortie. Enfin, je ne m'en rappelle plus exactement, mais en fait, l'idée, c'est que, par exemple, pour gagner une guerre ou autre, si tu vas envahir un pays, entre guillemets, si le pays est barricadé de tous les points, en fait, les gens vont avoir une envie de résister et de se battre. Et en fait, comme on laisse une porte de sortie, qui est la grève, du coup, les gens pensent qu'ils peuvent... C'est une soupape de décompression. Exactement. Une soupape de décompression qui te donne l'impression, l'espoir que les choses vont... Parce que peut-être avant, on faisait des révolutions. Juste un espoir. Voilà. Je sais pas. Après, c'est peut-être ma génération, mais des grèves, je n'ai jamais vu quelque chose, en tout cas vers l'État, je n'ai jamais vu quelque chose en sortir de bénéfique pour le peuple. Il faut remonter il y a très longtemps où effectivement, bon, c'était des grèves, mais en même temps, c'était en brûle partout. Quoi. Là, effectivement... l'État réagit différemment. Tu as raison que le patronat, quand tu bloques, les pertes sont sèches. Oui. Ils savent que leur activité est à l'arrêt, donc ils perdent de l'argent. Ils te font un calcul, une semaine, ils savent exactement ce qu'ils ont perdu, ils réfléchissent à 2 fois et ils vont négocier. C'est vrai que sur l'État, c'est un peu plus délicat, puisqu'on a des hommes politiques qui ne sortent pas 1 euro de leur poche et qui utilisent on continue à payer nos impôts dans tous les cas, en fait. Hein. Tu paieras tes impôts. Il y a de la casse de toute façon dans les roues. C'est toi qui paieras la facture au final de compte. C'est toujours le citoyen de toute façon qui paie au final. Mais c'est vrai que la grève en soi, c'est un droit. C'est un droit, on peut manifester, hein, n'est-ce pas? Depuis quand? Depuis 1900... je ne sais même plus quand est-ce qu'ils ont gagné leur droit de faire grève, mais en tout cas, on a le droit de marcher dans les rues et crier son mécontentement, sous réserve d'avoir déposé une demande préalable à la sous-préfecture, puisque sinon on ne peut pas manifester. Mais c'est vrai que bon... Pour faire une grève encadrée, quoi. Voilà. C'est comme un carnaval, mais un petit peu plus politisé, quoi. Le carnaval, il est politisé. Souvent, ils ont des thématiques, la gestion de l'eau, des déchets, des trucs comme ça. Ouais. Donc, on pourrait... Certains ne vont pas apprécier qu'on dise ça, effectivement, qu'on peut assimiler les mouvements de grève presque à des défilés carnavalesques. Concrètement, les défilés carnavalesques ont des thématiques, comme tu le dis, qui sont associables à la traite négrière, associables... plein de thématiques. Et après, il faut se demander, est-ce que... Bon, ça dépend des groupes, mais je pense que c'est plus culturel que... Enfin, ça a plus un effet culturel, sur la culture, que sur la réalisation des choses. Voilà. Ça reste culturel. Voilà. Ça ne règle pas les problèmes, mais voilà. En gros, vous n'êtes pas trop pourquoi. Pour vous, ça ne sert à rien, en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. La grève? Ouais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. À un moment, ça a servi. Il y a des grèves qui servent à quelque chose. Et je pense que tout le monde se lie ensemble contre la problématique. Par contre, je ne sais pas si, au fond, l'État va faire vraiment... Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? C'est ma peur, en fait. Mais voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va de toute façon payer le prix de cette grève, en fait. Dans tous les sens. Avant l'État. Pour toi, c'est dans tous les sens. Ouais. Tu vas payer. De toute façon, tu vas payer pour ta retraite. Je vais payer pour la grève, je vais payer pour la retraite, je vais payer aussi pour la guerre en Ukraine. Ah oui, non, c'est bon. Là, t'es un peu résigné quand même. Hein. Ça sent un petit peu le défaitisme. Bon, c'est bon, faut payer, on va payer, quoi. On est réaliste. Est-ce qu'il faut accepter pour autant Non, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, ça c'est sûr. Mais... Vous êtes prêt à travailler jusqu'à quel âge? Par exemple, toi, Méline, tu te vois travailler jusqu'à quel âge?
Déjà, tu es gérant d'une société, donc a priori, tu travailles jusqu'à la mort, toi. J'espère pas. J'espère quand même avoir une petite retraite. Non, parce Voilà, c'est ça. on a les auto-entrepreneurs qui sont en mode, genre, je suis heureux, je travaille, c'est bien, il faut travailler. Bon, genre, ils vont travailler. Tu vas sortir de la rat race. C'est pas aussi joyeux que ça, parce que quand on a les cotisations, les charges, etc., c'est compliqué. Moi, ça Donc, me fait peur de me dire qu'à 60 ans, on va me demander autant de répondants que quelqu'un qui vient à peine d'arriver dans l'entreprise. Donc, du jour au lendemain, je peux perdre mon boulot et que je fais quoi après? À 60 ans, je peux pas forcément être... J'aimerais bien, moi, arrêter à 60-62 ans. 60-62 ans? Ouais. Pour toi, ça paraît raisonnable. Donc, l'ancien régime, pour toi, bon, Ouais. c'est plus raisonnable. Mm. Miguel, tu Et travailles. si je veux continuer, je continue, du coup. Si tu peux continuer. Exactement. Si physiquement, tu es bien. Si je me sens, ou si même mes collègues me disent un truc, là, si je peux avoir le choix, j'aimerais partir en retraite. Ok. Idéalement, quel âge? Si c'est pas 60-62, idéalement. Si je peux continuer, Ouais. 65 ans, ça me va. Si je 65 peux ans. continuer. Si tu peux continuer. Mais Ok. personne ne prévoit le futur. Ok. Bon. Déjà, vous voyez, hein, ça commence à passer un petit peu cette réforme. Hein. Vite fait, bien te fait. Miguel. Moi, j'ai déjà... Quel âge j'ai un truc comme 28 ans, j'ai déjà un petit peu mal. Donc, 60 ans... Et tu as commencé à travailler quand déjà? L'âge légal, là. Comment ça, c'est pas 18 ans. Hein. Tu as commencé à travailler à 18 ans. Ouais. Est-ce que tu cotisations, trimestre, tout ça? Ouais, j'ai cotisé, oui, pas illégal, ou. On n'est pas dans le noir, là. Donc, tu as déjà 10 ans de cotisation à peu près. On va pas jusque-là, quand même. Hein. Parce que tu as une carrière hachée quand même, tu n'as pas travaillé en Oui, continu. On a fait un master quand même, donc tu vois. On a essayé de travailler entre-temps, voilà, mais bon. Donc, déjà, tu as une carrière hachée. Donc, tu n'as pas 10 ans de cotisation. Non. Je suis sûr que tu sais même pas, en fait. Combien. Non, j'avais regardé à l'époque, quand j'étais jeune, mais là, j'ai laissé tomber parce que Ça va franchement... s'inverser, hein. C'est quand on sera plus vieux qu'on va se demander mais j'avais pas payé, j'avais pas travaillé c'est ça, de le temps à truc. temps. C'est ça le truc. C'est ça, hein. C'est quand tu seras vieux, on va te dire, ouais, il faut que tu ramènes tes fiches de paie des années 2000. Là, on va commencer à bégayer, là. Bref, il faut se préparer, en tout cas. Au vote du texte et à la suite des événements. On en vient à notre sujet principal du soir, donc la sécurité alimentaire. Sécurité sanitaire des aliments. Voilà. Voilà. Pour être très précis. C'est Miguel donc, qui a sélectionné le sujet du jour. Pourquoi, Miguel, déjà? J'ai choisi ce sujet pour pouvoir introduire une entrepreneuse qui a lancé une entreprise, je dirais, innovante en Guadeloupe, puisque, à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y en a, pas sous mais le pas- même, le Pas- même angle. En fait. Voilà, pas sous le même angle. Donc en fait, justement, tu fais l'amalgame un peu, et on fait tous l'amalgame, et Méline a bien fait de le présenter. Je vais dire de façon simplifiée, si tu veux, la sécurité alimentaire, c'est le fait d'assurer une alimentation, on va dire, saine, tout simplement. En gros, en qualité, en quantité. En gros, j'ai faim, je mange, quoi. Et je mange un bon truc, enfin, entre guillemets, un bon truc qui est bon pour la santé. Voilà. Alors que sécurité sanitaire des aliments, c'est le fait d'assurer que l'aliment n'est pas néfaste pour la santé. Voilà. D'accord. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Donc, D'accord. ça nous rend pas malade. Donc, vous vous assurez, Voilà, en c'est fait. ça. C'est c'est la ça. sécurité des aliments ou la sécurité sanitaire des aliments. Ok. Ok. Et comment ça se fait, ça, concrètement? Vous faites des tests, prélèvements. Mais il y a tout un tas de choses. Effectivement, ça va passer par des tests, des prélèvements pour faire des analyses bactériologiques. Donc, il y a des textes réglementaires qui donnent des limites à ne pas dépasser. Et après, ça va passer par tout ce qui est procédure. Donc, je me lave les mains avant d'aller toucher l'aliment. Je porte une charlotte. Le temps de cuisson s'étend. Le temps de refroidissement, je dois stocker le produit à 3 degrés et pas à 10 degrés, etc. Ça passe vraiment par tout ça. D'accord. Du Et coup- donc, vous vérifiez tous ces petits éléments. Alors moi, mon rôle avec Alim Conseil, c'est d'accompagner les agrotransformateurs, les restaurateurs qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés, pour en fait les guider sur cette thématique-là. Parce que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de connaissances dans le domaine et qui ne savent pas comment faire et comment maintenir en fait ce qu'ils ont mis en place, s'ils l'ont déjà mis en place. Et en fait, c'est le rôle que je veux jouer. Tu améliores les process des... Voilà, Ok. améliorer le process ou carrément les guider, les aider à le mettre en place. Parce qu'ils ont déjà leur manière de faire, je sais pas, du riz.
Mais du coup, tu vas améliorer le process en disant, par exemple, bon, pas forcément législativement, c'est vraiment... Alors, il y aura un côté législatif parce que parfois, ils ont des pratiques parce que c'est plus rapide, c'est plus simple et qui est justement pas conforme à la réglementation. Mais il y a aussi l'aspect amélioration continue. Tous ceux qui ont leur banane plantain sur le sol, je vous vois. Hein. Je tiens à le dire. Ouais, j'ai Pourquoi déjà vu des. Je tiens à le dire, mais. C'est bon, Ok. attends. Ok. Oh. J'ai pas suivi. Non, en fait, je vois de quoi il parle. Et en fait, du coup, la présentation qu'on va faire va vous permettre de comprendre un petit peu mieux le travail de Méline. Mais on va pas essayer de dénigrer les entreprises qui sont en Guadeloupe. On est justement venu pour les aider. Voilà, Donc, enfin, j'ai emmené Méline justement pour qu'elle puisse les aider. Voilà. Donc, en fait, si on peut mettre les diapos, si possible. Voilà, donc on va voir donc, la sécurité sanitaire des aliments. J'aime bien le petit logo. Ouais, moi aussi. D'aller me conseille. Ah ouais. Merci. Oui, c'est pas mal. C'est moi qui l'ai fait. Donc, si vous voulez qu'elle fasse votre logo, voilà. Alors, donc, tout ça, en fait, c'est pour faire quoi? Limiter, en fait, les risques de contamination. Donc, on a plusieurs types de risques de contamination. Donc, un risque, c'est quoi? C'est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou un effet nocif pour la santé en cas d'exposition à un danger. Donc là, juste un petit jeu comme ça. Essayez de déterminer quel type de risque en fait que vous avez là. Type de contamination. De contamination, pardon. Alors, on a produits ménagers. Donc, ce serait un risque, une contamination de quel type? De quel type, ouais. Quelle catégorie, si tu veux? Phytosanitaire, sécurité. Ou un truc un peu comme ça, mais plus global. Plus global, ouais. Ah bon. Je sais pas. T'as les produits Toxique. ménagers. Contamination toxique. Presque, mais non. Empoisonnement. Bon, je vais aider comme ça, peut-être que les autres viendront plus facilement. Mais là, en fait, c'est contamination chimique. Ah, chimique. Ah. Du coup, les Ok, autres. bactérienne et. Là c'est plus global aussi. Bactérienne. Mais Microbienne. il n'y a pas que les bactéries. Il y a autre Il y a les chose. virus aussi. Donc voilà, et ça fait partie d'une famille. Microbes, non. Ouais, voilà, mais ça, Microbienne. Microbienne. Microbiologique. Ouais. Ok, là. Alimentaire. Attends, regarde. Non, attends. Regarde, tu as du lait, Ah, c'est du lait, c'est pas une balle. des crustacés, on va Ah, dire. allergie. Les allergies. Voilà, allergène. C'est ça. Donc, Ah, il est bon, contamination il est bon, allergène. il est Et là, c'est Je vois même pas ce que c'est. Du miel, on dirait. Un insecte, un insecte dans un morceau de dans pain. un morceau de pain, ouais. Ah, Un insecte dans un infection. morceau de pain. Non, pas infection. Waouh. J'ai déjà Ah, vu c'est une ça, mouche, hein. quoi. Ça De m'est la arrivé terme- chez C'est la présence de corps étranger, vous n'avez pas trouvé, laissez tomber, Ouais, c'est Ok. physique. Ok, c'est physique. Voilà. Ah, c'est physique. Donc, tu peux reprendre pour nous les quatre, Donc, s'il te vous avez plaît. donc les Ah, ils risques sont là. chimiques, risques Microbiologiques. allergènes et... Les risques physiques. Ok. Ok. J'ai trouvé le plus Donc là, difficile. juste pour un petit... Physique. Une petite question piège. Donc là, Ah. quel type de risque vous avez là? Physique. Moi, j'aurais dit la chiasse, mais ça rentre pas. Ça rentre pas en compte. Eh ben, Dis-nous. juste pour être un petit peu drôle, en fait, depuis le 3 janvier 2023, la poudre de cet insecte... C'est-à-dire qu'on a- ce mois-ci. Oui, exactement. La poudre de grillon. La poudre de grillon est en fait, entre guillemets, autorisée à l'échelle européenne. Et cette demande a été faite, Méline, donc du coup, par une entreprise qui a fait cette demande. Donc là, si on C'est pas les entreprises qui vendent des insectes dans des pots, etc. où tu Sauf peux que voir- là, c'est un petit peu plus cool que ça. Enfin, Ok. cool dans le sens que je l'aime. Donc on te dit, la mise sur le marché dans l'Union de poudre du D'acheta. grillon partiellement dégraissée. Donc cette poudre pourrait être utilisée dans l'alimentation. Et voilà une petite liste, un petit tableau que je vous ai Oui, dit. il y a les pizzas, les gâteaux, La il y a catégorie d'aliments le dans lesquels pain. vous allez voir. Donc les grillons vont arriver dans notre pain. Voilà, donc il faudra bien lire les étiquettes. Mhm. Et justement, le fait de lire les étiquettes est très intéressant et très important dans le cadre de la Alors attends, c'est des choses qui sont mises. Comment C'est voulu le fait de le mettre dans les aliments Ah ou là c'est- oui. Donc, D'accord, effectivement, donc ok. avant, donc tout ce qui concerne les risques là qu'on a présentés, ce sont des choses qui ne sont pas voulues. Donc D'accord, on est c'est d'accord. non souhaité. ok. Et là c'est volontairement utilisé pour avoir un apport nutritionnel, technologique ou protéique. Voilà. J'ai une Intéressant. question. Oui. Les grillons sont censés remplacer quoi? Et justement, comme je viens de dire, donc c'est pour des besoins des technologiques et nutritionnels.
Besoin technologique et nutritionnel. Technologique, c'est en termes de texture, par exemple. Et nutritionnel, c'est protéines, lipides, glucides. D'accord. Ou Ok. minéraux. De toute façon, en Asie, ils mangent déjà des... Mais C'est un apport, tu vois, c'est comme quand ils récupèrent des molécules dans les taureaux, je sais pas, je ne devais pas expliciter, mais voilà. À peu près. Ok. Pour ajouter des nutriments, des faux nutriments, entre guillemets. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Donc, Ok. on a les verres de farine aussi qui sont... C'est intéressant, on devrait faire ça plus souvent, hein. Continuons. Du coup, voilà, on ferme un peu la parenthèse. Et en fait, le fait de limiter tous ces risques-là, ça nous permet d'éviter quoi concrètement? Ce qu'on appelle les TIAC, donc c'est les toxi-infections alimentaires collectives. Donc, en termes, de point de vue, je veux dire, qualité ou, je sais pas quel autre terme utiliser, hygiène, les toxi-infections alimentaires collectives, c'est à partir du moment où tu as deux personnes, en fait, qui ont les mêmes symptômes, après avoir consommé le même type d'aliment, donc on a fait l'historique des aliments qu'ils ont consommés, on va dire que c'est une TIAC et il faudra contacter les services agréés. Voilà. Très bien. Donc, justement, en termes de détoxication alimentaire, je vais vous présenter donc deux exemples. Je vais vous présenter deux exemples de contamination du coup microbiologique, d'accord. Donc là, on a en fait une contamination qui a été une intoxication, à l'Escherichia coli qui a fait pas mal de buzz. Donc c'était sous les pizzas Fresh Up l'année dernière. de Buitoni. Ok. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on les a, on va dire, traités d'homicide involontaire. Voilà. En fait, c'est ça l'idée. Et dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus de 55 cas, donc on n'est pas à 2 cas. Hein. On est à plus de 55 cas de contamination et c'était essentiellement des personnes de jeune âge. Okay. Il y a même eu 2 morts potentiellement. Oui, exactement. Et c'est plus potentiel là, mais oui. C'est pas potentiel, il y a eu 2 décès. Ouais, en fait, pourquoi je dis potentiel, c'est parce qu'on n'est pas sûr on n'est pas sûr à 100%. Et ils mènent des enquêtes, etc. Parce que c'est assez délicat. Il faut savoir exactement qu'est-ce que la personne a mangé, mener l'enquête, c'est comme le Covid, mais sans les enquêtes. Allez, continuons. Voilà, du coup, ce que l'entreprise a fait, ils ont rappelé les produits, etc. Ils ont fermé 2 usines. Ils ont fait au moins 70 analyses. Bon, bref. On a eu aussi une intoxication alimentaire, là, c'est chez Kinder. Ah oui. De Ferrero. Et là, concrètement, là, c'était avec de la salmonelle, d'accord. Alors, juste pour vous dire, en fait, là, c'était donc, les Escherichia coli qu'il y avait, chez les pizzas, dans les pizzas Fresh Up. C'est des bactéries. Ce sont des bactéries qui sont principalement présentes dans l'intestin, enfin, le système digestif des êtres humains et des animaux. Alors que tout ce qui est salmonelle, tout ça, donc ce sont des bactéries qu'on va plus trouver au niveau des œufs, de la volaille, de la viande éventuellement pas bien cuite, voilà. C'est plus ça. Donc ça nous permet un peu de savoir un peu la source du problème. Mais c'est dangereux pour la santé Quoi? Parce que c'est la bactérie, je la vois partout, celle-là. Bactérie mais en fait, on en parle déjà, on dit matière fécale, je crois déjà. Non, mais en fait, de façon... Il me semble des fois un peu. De façon générale, on est entouré de micro-organismes, donc de bactéries, levures, etc. Et tout dépend en fait de la concentration et aussi de la souche. Ah, et là, ils se concentrent beaucoup, ils s'élèvent beaucoup en tout cas. Et quand la présence est assez importante, ça nuit à la santé. D'accord. Comme par exemple... si sauf pour salmonelle, c'est 0. Ouais, voilà. Pas Rien ingurgité de salmonelle. Voilà, c'est ça. 0 dans le web. Sinon, c'est mort. Dans les analyses. On est mort. Les critères, c'est 0. J'ai bien quoi. Faut savoir ce qu'il nous tue. Bon, dans le cas des Kinder, on était sur du 150 cas donc, de contamination. Ça envoie de la sauce. Et les mesures prises, ils ont... C'est un mauvais jeu de mots. Ouais. Ils ont rappelé 3000 tonnes de produits. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que concrètement, en fait, ces entreprises-là, elles ont un chiffre d'affaires qui dépasse le 1 million d'euros. D'accord? À ma connaissance, en Guadeloupe, il y a très peu d'entreprises qui dépassent le 1 million d'euros. Et donc, du coup, Eline vous présentera les raisons pour lesquelles il serait intéressant de faire appel à elle dans le cadre du développement ou de la création de votre entreprise pour ne pas vous retrouver avec des problématiques que vous ne pouvez pas gérer parce que vous n'avez pas un chiffre d'affaires de plus de
1 million d'euros. Et vous ne pouvez pas rattraper des pertes si vous avez Voilà, parce que si tu dois contamination, former rappel de produit, Exactement. plus la communication qui ne va pas dans ton sens après derrière, parce que... Uh-huh. Donc autant éviter, non, de nos jours, clairement, il faut éviter. Parce qu'à Noël, tu vas pas me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas consommé tous les frérots, etc. Ça a tué l'eau comme un tout petit peu, mais après ils ont relancé ça. Oui, parce qu'ils ont les moyens, ils ont la puissance de Ferrero derrière, donc ça va. C'est pas bien. Mais une petite marque locale, Ok. tu as un petit loupé, bon, ça peut être très compliqué pour vous. Donc, alors, les avantages, dites-nous tout. C'est surtout, on va commencer déjà par les sanctions en fait qui sont encourues lorsque on a un contrôle sanitaire Ouais. ou ce type de problématique comme des TIAC. Donc en fait, on aura 3 types de sanctions. Donc l'avertissement, le procès verbal et la fermeture administrative. Donc l'avertissement, ça va être une mise en demeure en fait. On va mettre le professionnel en demeure pour qu'il puisse corriger les manquements qui ont été constatés. Mais en fait, c'est des manquements qui ne nuisent pas en fait à la sécurité des Direct, aliments. on va Voilà, dire. direct, voilà. C'est une sanction qui est, on va dire, la moins grave. Comme les bananes plantains au sol. Oh. Attends, Oh, ouais. calme-toi. Il faudra m'expliquer pour les bananes plantains. Je veux savoir. Oui, mais Donc le procès verbal, alors là c'est vraiment, comme son nom l'indique, le procès verbal, donc c'est que l'infraction elle est vraiment grave. Et donc ce procès verbal il est transmis au procureur de la République qui après décide s'il est nécessaire de lancer des poursuites pénales. Donc ça va déjà... Un peu loin. Voilà, un peu loin. Ouais. Ensuite, donc le dernier niveau, c'est la fermeture administrative. Donc c'est la sanction la plus grave Ah bon? lors d'un contrôle sanitaire. ah oui, on te ferme. Ah oui, tu fermes, tu Ouais. peux Pas te plus faire pire. exercer. Mais le premier, c'était quoi? Ah, c'était juste un avertissement. Avertissement. Donc Ah, tu as ok. un courrier, on te dit voilà ce qu'on a constaté. Faites corriger. 3 jours. Corriger. Ok. Corriger dans des délais raisonnables. Donc ils vont peut-être pas revenir de suite, Mhm. mais s'ils reviennent l'année prochaine et que tu n'as rien corrigé, Mais ils te font pas payer une amende. non. Ok. Dans l'avertissement, non. Non, la fermeture administrative. Ah pardon. non, la fermeture... Attends. Ok. La fermeture administrative, là, on te dit tu fermes parce que là, ils ont constaté vraiment un gros risque. C'est-à-dire que la façon dont tu fonctionnes, les aliments que tu vends, etc., comportent un risque pour la population, pour les clients qui vont l'acheter. Ok. Donc là, ce sont des manquements graves ou des manquements répétitifs. Et on te donne un délai pour que tu puisses te mettre en conformité et on vient revérifier avant de t'autoriser à réouvrir. D'accord. Au-delà de ces 3 niveaux de sanctions, on va avoir aussi la consigne et la saisie. Ça veut dire que lors de... Là, c'est fini. de On t'a contrôle. saisi le. Non, là, Ah. c'est sur la consigne et la saisie, en fait, ça se passe durant les 3, en fait. Ça veut dire que ils font un contrôle et ils voient que, tes bananes plantains, par exemple, ils sont par terre, Ah, et merci. voilà, ils te disent, Justice. voilà, on part avec, ou vous détruisez tout de suite. Ah. Et ils C'est mettent ça, de en la fait. javel dessus. Comme à la Pour douane, être quoi. sûr que tu ne récupères pas après. Quelconque. Ok. Donc c'est parce qu'ils jugent en fait que la denrée alimentaire elle est impropre à la consommation, donc on saisit, on consigne, on détruit. D'accord. D'accord. Et puis il y a forcément des amendes derrière. Quand il y a les poursuites pénales, donc il va y avoir des amendes qui peuvent s'élever jusqu'à 15 000 €, donc des amendes de catégorie 5, en fonction de l'infraction qui a été relevée. Et il y a également des peines d'emprisonnement. Ah, c'est pas au tout dernier moment, c'est tout le temps, en accompagnement, c'est optionnel. Ok. Ça dépend des manquements qui auront été constatés en fait. D'accord, ok. Donc si c'est un petit manquement, ce sera un avertissement et en fonction, plus c'est grave, plus ça monte, quoi. Et du coup, effectivement, comme Miguel le disait, en Guadeloupe, on n'a pas forcément des gros chiffres d'affaires pour pouvoir se permettre de prendre, par exemple, une amende à 15 000 €. Mais je sais qu'à tout moment, la gendarmerie, par exemple, peut fermer. J'avais entendu ça pendant les contrôles sanitaires, etc. Ils fermaient des endroits parce que ils découvraient qu'il y avait des trucs empilés, des choses comme ça. Ou quand j'ai travaillé une fois dans un restaurant, il y avait un gars qui venait et il prenait un coton-tige et il regardait la propreté des mains, des trucs comme ça. Et, Ah, il fait Oui, des tests ouais. l'analyse de sous. et ça, c'est l'État qui dirige ce genre de choses ou c'est l'entreprise qui fait ça pour se prémunir de... Mais c'est ça, c'est Ok. l'entreprise en fait, si tu veux, de façon à être sûr qu'on maîtrise bien les choses, on fait des autocontrôles, c'est ce qu'on appelle les autocontrôles. Ouais, ok. Et effectivement, tu peux avoir les techniciens qui passent avec leurs écouvillons, donc le coton-tige. Ouais, et qui prennent une l'écouvillon. personne au hasard et disent toi viens et ils donne-moi regardent tes dans les mains. Ils Exactement. passent l'écouvillon et après ils mettent en analyse et on regarde si la personne effectivement a
laver ses mains régulièrement ou D'accord. applique bien la procédure de lavage des mains, parce qu'on l'a vu avec Covid. C'était on pas se très lave bien les connu, mains, voilà, on passe les mains sous l'eau. Non, il y a toute une procédure à suivre et c'est le cas lorsqu'on travaille dans le secteur alimentaire. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau, on parle toujours sécurité sanitaire des aliments. Et on passe sur la deuxième partie, Miguel. Ah oui, Harold, est-ce que tu as 15 000 euros à me prêter, s'il te plaît, parce que... Non, j'ai pas. Je te le dis tout de suite. Non, il n'y a pas. Bon, ben, je vais plutôt faire appel à Méline, hein, parce que... j'ai pas ça. Toi, tu insistes vraiment sur le fait qu'il vaut mieux être en mode prévention, finalement, donc être bien aux normes, plutôt que devoir faire face à La sanction. un contrôle, sanction, peut-être fermeture. Et là, se amende. dire peut-être qu'il faudrait que j'améliore mes process. Complètement, moi, c'est ce que ils m'ont rabâché durant ce master. Tu dis rabâché comme si on te l'avait forcé. Est-ce que tu es convaincu ou pas? Non, mais je suis convaincu il a je dit suis non. convaincu de ça parce qu'en fait, tu sais, quand tu vas faire à manger chez toi, tu vas faire ton repas, bon, ça va pas nuire à la santé de ta famille, tu vois. Mais quand tu fais un repas ou, je sais pas, que tu fais de l'agro-transformation, si c'est pour comment dire, toute une population, mais parmi toute cette population, tu as des gens qui sont sensibles, tu en as qui ne sont pas sensibles. Et en fait, c'est ça en fait l'idée principale, c'est qu'il faut faire en sorte que l'aliment puisse convenir à au moins 99,9% des gens. Tout comme les solutions hydroalcooliques, ça tue 99,9% des micro-organismes. Allez, Méline, continue s'il te plaît. Non, mais après, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que quand on va faire à manger pour aller 5 personnes, c'est pas pareil que pour une population, quoi. Quand on fait de l'agro-transformation, parfois les choses sont mécanisées, etc. Donc, il y a plus de risques, on va dire, de contamination des aliments que lorsqu'on est à la maison. Donc, voilà. Donc je reprends sur les amendes. Donc, les amendes peuvent aller jusqu'à la catégorie 5. Donc, ce sont des sommes. Des 15 000 euros. Ouais, voilà, qui peuvent jusqu'à 15 000 euros. Ah oui. Alors, ça, c'est dans le cas où on a juste eu un contrôle, mais quand on est dans le cas de cumuler, Buitoni ou Ferrero, bon, après, eux, ça leur a pas trop fait mal, mais... c'est 100 000. Voilà, ça va au pénal, puisqu'il y a des personnes qui ont été hospitalisées, il y a des décès, etc. Et là, les sommes dépassent les 15 000 euros. On parle en millions d'euros, là. Okay. Donc, quand on fait face à ce genre de situation et qu'on est un petit, c'est difficile. Ben, on ne peut pas faire face, ça Voilà, s'appelle fermeture. voilà, Et des fois, on voit des enseignes qui font que fermer comme ça du Et jour on au ne sait pas lendemain. pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est ça. Souvent, c'est ce qui se passe. Ok. Donc, éviter les problèmes judiciaires, effectivement. Petite question, qu'est-ce qui lance tout ça? Qu'est-ce qui fait que demain, une entreprise est contrôlée? Alors, en fait, c'est, si tu veux, les services vétérinaires, ce qu'on appelle les services vétérinaires en langage courant. C'est pas les animaux, ça? Non, il y a une partie qui est pour d'accord. l'alimentaire. Et en fait, leur rôle, c'est de protéger la population. Donc, protéger la population comment? En s'assurant que les professionnels qui leur vendent les aliments, qui leur vendent à manger, respectent bien la réglementation qui est faite pour protéger donc, cette population. Et que derrière, il n'y ait aucun risque d'intoxication et qu'on se retrouve avec des personnes hospitalisées, avec des séquelles, avec des décès, etc. Ok, donc ils choisissent au hasard et tout. En fait, si tu veux, alors ça dépend de la taille de la structure. Par exemple, j'ai une industrie agroalimentaire qui, tous les 2 ans, ils viennent. Ah ouais, quand même. Tous les 2 ans. Ok. Tu vois. Donc, ça dépend de la taille, du panel de clients. Donc, ils viennent de manière etc. cyclique, de toute façon. Oui, okay. voilà. Sinon, il y a les dénonciations aussi. Il y a aussi ça, effectivement. Donc, bah oui, toi, tes tu vas concurrents, au restaurant, tes concurrents, tes tu clients. retrouves ton cafard, ton fameux cafard N'est-ce pas? dans ton repas, tu as la possibilité de dénoncer au service vétérinaire ce restaurant. Oui. C'est une amie, elle a mangé à moitié le cafard, je tiens à le dire. Elle a mangé? Elle l'a pas fait exprès, c'est après avoir... Mais c'est dur, c'est ça le... Donne-nous l'adresse, Yoel. Je ne dirais pas en live. Vends le temps. Tout le monde va Vends-moi là, ces gens. C'est devant Fitness Park, je dirais pas plus. Voilà, ça, ce que je Moi, peux je dire. dis pas payer ça. C'est devant Fitness. Je ne dirais pas plus. Pas à côté là, l'autre.
Quel autre? Il y en a 5 au moins en Guadeloupe. Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que bientôt les cafards seront comestibles, entre guillemets, légalement. Voilà, donc... Ouais, mais pour l'instant, ils le sont pas. C'était dans ma fourriture. Oui, mais il faut se préparer. Il faut se C'était entre la préparer. friture et la viande. Entre la friture et la viande. Ouais. Ah, entre la panure et la viande de Voilà, pardon. Oui, voilà. Tu fais attention à ce que tu dis. Pardon. Oui, oui, oui. Ouais, mais c'est lui qui est traumatisé quand même. Je suis encore sur le choc. Ouais. Alors, C'était en juin. Mais c'était bon ou pas, du coup? Je suis parti, on est parti. Oui, mais oui, j'ai bien compris. Mais Ah, mais c'était l'endroit est bon, hein. bon. Ben, si c'est bon, voilà. Ouais, mais... Non, Si c'est bon au goût, ouais, d'accord. mais j'ai il une faut que ce intoxication physique, tu comprends? Psychologique. Mentalement, ça te fait mal. soit psychologique, là. Psychologiquement, tu l'intoxication. vas pas bien. Non, mais ça donne pas envie. Très Non, clairement. mais ça nous a... On n'y retourne plus, hein. Enfin, Mais pas vraiment. justement, Tu vois, m'étonnes. Voilà, et il Voilà. faut éviter ce genre de Exactement. choses. Pour éviter ce genre de situation, ce qu'on va faire, c'est mettre en place des règles d'hygiène, donc ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène, hein, sur le stockage, l'utilisation des produits, la réception des produits, le nettoyage de la cuisine, des ustensiles, etc. Et souvent, ce qui se passe, ben, c'est que les professionnels, ils savent qu'il faut le faire, puisqu'ils suivent une formation pour ça. À la Normalement. base, oui, normalement. Mais ils ne savent pas comment faire. C'est ça. Donc ils savent qu'ils doivent le faire, Ils mais pas savent comment. mais voilà, parce qu'en fait, on ne leur donne pas forcément les pistes, si tu veux, pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Et autre chose aussi, ce qui va se passer, c'est que parfois ils le mettent en place, ça se passe bien, mais au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ben, la situation se dégrade. Et souvent, on a la tête dans le guidon. Quand on est restaurateur ou agrotransformateur, on a souvent la tête dans le guidon, donc on ne se rend pas compte que ces choses-là se dégradent. Et on se retrouve dans des situations où ben, on a le cafard dans l'assiette, le produit qui est passé à 10 degrés au lieu de 3 degrés, etc. Surtout ici, ils n'ont pas de responsable qualité ou Voilà. d'équipe qualité, quoi. C'est ça. Donc il faut un Et- responsable qualité. Normalement, entre Quelqu'un guillemets, dans qui chaque se norme. charge en tout cas Ouais. de De ce contrôler suivi-là, oui. la Du qualité coup, de tous les produits. Exactement. Oui. La qualité de tous les produits, de l'eau, par exemple, aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire appel à Mélie. Je tiens à le préciser parce que si, par exemple, on n'a pas donc, ce responsable qualité, au moins, allez, je vais dire une fois par mois, c'est intéressant quand même de faire appel à elle, au minimum, en fait, pour pouvoir mettre en place tout ça. Bon, je la laisse. Oui, justement, parce qu'en fait, chez Alim Conseil, on propose ce qu'on appelle des audits de suivi. Donc, c'est pour rebondir sur ce que Miguel a dit. Donc, à une fréquence régulière qui est définie avec le client. Bon, un client qui n'a pas une grosse structure, on va pas peut-être forcément venir tous les mois, peut-être tous les 2 mois en fonction du besoin. Et ça permet en fait derrière de faire une vérification à l'instant T et voir si effectivement tout ce qui avait été mis en place en termes d'hygiène ben, est toujours bien présent et bien appliqué. Donc ça permet vraiment de vérifier ça à une fréquence régulière et de faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la dégradation de la situation parce que forcément on a la tête dans le guidon et qu'on ne voit pas que ben, les choses ne se font plus correctement, ne se font plus du tout. C'est ça. Donc ça, c'était l'audit de suivi. J'ai rebondi sur ce que Miguel a dit. Sinon, on a aussi les audits diagnostiques. Donc les audits diagnostiques, c'est vraiment une structure qui existe déjà. D'accord, elle fonctionne et tout. Et elle se dit, oh, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien mis en place les choses, etc. Elle veut savoir si, OK, elle est OK vis-à-vis de la réglementation et du risque d'intoxication. Elle fait appel à nous et c'est pareil, on fait une vérification à l'instant T. On regarde, donc c'est visite terrain, on vérifie aussi la partie documentaire, etc. Parce qu'il y a une partie documentaire qui est obligatoire aussi, plus pour les agrotransformateurs. Par contre, pas pour les restaurateurs, hein, plus pour les agrotransformateurs. C'est ce qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire. Le plan de maîtrise sanitaire. Ça, c'est pour les agrotransformateurs. Et en fait, c'est un dossier dans lequel on va retrouver tout ce qui est procédure qui permettent derrière d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. Donc ça aussi, on se propose de le créer pour les agrotransformateurs parce que souvent, c'est compliqué de le créer, ça demande du temps. Parce qu'il faut rester derrière l'ordinateur, parce que c'est beaucoup de rédactionnel en fait, c'est beaucoup de rédaction et ça demande du temps. Donc tu gères cette rédaction? Oui, s'ils Ok. le veulent, alors moi cool. je le fais. Oui. C'est un peu, entre guillemets, le minimum hein, en termes de gestion. Il y a des livrables, quoi. qualité. Ouais, c'est... Oui. Ok. Et en plus, j'ai envie de dire aussi... Et quand vous avez ça, ces forces de proposition, on peut du coup le donner, je sais pas, à l'État ou quelque chose, ou l'afficher quelque part ou...
Alors, le C'est plan de vendeur, maîtrise c'est- sanitaire, je c'est ton document à toi. Ça veut dire que tu vas expliquer dedans comment je fais pour assurer Ah. que mes aliments sont stockés à 3 degrés, D'accord. etc., etc. Et ça, par contre, quand tu es agrotransformateur et que tu as un agrément, donc là, je vais un peu plus loin parce que l'agrément sanitaire, c'est vraiment pour ceux qui manipulent, transforment des denrées d'origine animale. Donc là, on va un peu plus loin. Eux, ce plan de maîtrise sanitaire, ils le donnent au service vétérinaire. D'accord. Et c'est avec ça, et après vérification terrain, que tu vas avoir ton agrément sanitaire pour fonctionner. Mais D'accord. juste pour être sûr, du coup, tu peux aller jusque-là, mais même la petite entreprise qui vend, je sais pas moi, des bokits, imaginons, elle peut faire appel à toi, c'est ça? Je lui crée ses documents, je vérifie si elle est OK avec la réglementation. Et après, c'est sous réserve qu'elle applique les recommandations qui ont été recommandations, formulées, mhm. parce qu'on va formuler des C'est comme un contrôle, recommandations. Voilà. un contrôle Je technique viens, je te dis, bon, de OK, ton entreprise. ton frigo, il n'est pas bon, il faut le changer parce que voilà, le joint, il se détache, ou il est déjà tout taché, etc. Ça passe pas en cas de contrôle sanitaire, il faut le changer. Si tu le changes pas, Mais qu'est-ce qui est... Comme Yoel, c'est Ouais, ça, voilà, le j'allais contrôle dire. technique. Ça, c'est le C'est contrôle le contrôle technique, mais technique. c'est comme ma moto, du coup, ce joint-là, est-ce qu'il y a des endroits où le trouver ou Ah ça, oui, oui, Ok, oui, d'accord, oui. moi, je sais pas. En Guadeloupe, on a quand même pas mal de fournisseurs en Électroménager. termes de... Alors, je parle Enfin, même pardon. plus loin d'électroménager. Là, C'est vrai, on va parler vraiment c'est- d'équipements ça, c'est public. professionnels pour les restaurateurs ou encore les agrotransformateurs. Ok. Ok. Des joints de On imagine que les chaînes du froid, ça doit être particulièrement contrôlé. Oui, exactement, puisque la température, c'est le paramètre sur lequel on peut jouer vis-à-vis des bactéries. Elles n'aiment pas, en fait, si vous voulez, à des températures froides, donc chaîne du froid, les bactéries, en fait, elles se développent beaucoup moins vite parce qu'elles sont, on va dire, endormies, en fait, donc elles ont une activité ralentie. C'est pour ça que si on met, je sais pas, un morceau de fromage à Oui, l'extérieur bon, à température ambiante et un morceau de fromage dans le frigo, ben, celui qui est à température ambiante va moisir beaucoup plus vite que celui qui est dans le frigo, tout simplement parce que le froid ralentit l'activité. Est-ce que vous vérifiez les DLC, des choses comme ça aussi? Oui. Alors, durant l'audit de suivi, l'audit diagnostic, on va vérifier ça. On va ouvrir les frigos, on va regarder s'il n'y a pas de produits en DLC, si la température du frigo est OK, la température des produits Et si aussi. c'est des trucs qui sont emballés, etc., il faut mettre une date, etc. Exactement. Ah ouais, je faisais ça en restauration. Exactement. Il D'accord. faut protéger le produit, l'identifier. Ça veut Mhm. dire qu'on sait que ce produit-là, il a été ouvert telle date. On peut l'utiliser jusqu'à telle date. S'il est là et puis il n'y a rien dessus, ben, qui prouve que tu l'as ouvert hier ou que tu l'as ouvert avant-hier, on ne sait pas. Ok. Et comment on fait pour savoir tout ça, Méline? Ben, tout ça, ben, on le sait quand on fait la formation HACCP. Donc HACCP... À tes souhaits. HACCP. HACCP. Ah, Oui. ok. Alors c'est un terme anglais en fait, mais bon, en français ça donne analyse des risques, point critique, pardon, pour la maîtrise. Donc en fait c'est une formation dans laquelle on va suivre, ben, on va avoir toutes les bonnes pratiques d'hygiène, donc comme la chaîne du froid. Et c'est combien de temps? C'est 14 heures de formation. donc 14 heures. 2 jours, 7 heures. Et De c'est fois, valable pendant combien de temps? c'est valable. À vie? Oui. Ah. Sauf que c'est Ah. toujours intéressant de renouveler un petit peu parce que... bon, Il y a les normes On peut faire des changent mises à ou des choses jour, comme ça. ben voilà, Ouais. et la Comme tu réglementation viens de change et La puis de réglementation. toutes les manières, parfois on oublie Ah oui, un comme petit on peu l'a vu, aussi. ouais. Des Et où est-ce poudres qu'on fait d'insectes. cette formation HACCP, Méline? Alors, les formations HACCP, ben, il y a plein d'organismes de formation qui le font, mais Allume Conseil le fait aussi. Alors, nous, on fait les formations HACCP et il faut savoir que notre formation, sa particularité, c'est qu'elle est basée sur une dynamique pédagogique. C'est-à-dire qu'on est, on est certifié au répertoire de France Compétences dans le cadre de formation à contenu pédagogique. Donc, ça veut dire qu'on va faire une formation, c'est pas on est assis et puis on est là, on écoute. C'est vraiment à faire des activités, on bouge, etc. Et ça rend la chose plus ludique et on répète beaucoup plus. On retient, pardon, beaucoup plus. Ok. Et puis, ben voilà, j'ai fait le tour un peu de ce qu'on propose, donc l'accompagnement, les conseils pour les structures qui sont déjà existantes si elles veulent s'améliorer.
la partie audit, diagnostic, audit de suivi, la création de plans de maîtrise sanitaire et donc la formation et l'audit diagnostic. Ok, d'accord. Donc ouais, beaucoup de livrables. C'est bien. Oui, voilà. Et tout ça, c'est donc destiné aux professionnels de l'alimentaire, donc agrotransformateurs, restaurateurs, même distributeurs, parce que les distributeurs aussi, parfois, ils ont des contrôles sanitaires, puisqu'ils stockent, en fait, pour distribuer. Donc, ils ont des obligations. Oui, voilà. Donc, on reste sur l'idée de vraiment, c'est plus de la prévention. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pour éviter de se retrouver dans les situations où on doit payer 15 000 euros d'amende, et encore c'est gentil, alors que si on avait fait du préventif, on ne serait peut-être pas face à cette situation. Où on peut Mais le problème qui se pose, et Miguel le soulevait tout à l'heure, c'est que c'est le problème du coût. C'est que les chefs d'entreprise, en général, essaient toujours d'éviter un maximum de devoir débourser. Mais ça coûtera toujours moins cher de mettre en place des règles d'hygiène, d'acheter un nouveau frigo ou de changer le joint du frigo, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, que de se retrouver face à une intoxication alimentaire, de payer une amende, d'avoir son image ternie parce que forcément ça va être médiatisé. Comme certaines personnes qui sont devant Fitness Park. Et tu nous diras quel Fitness Park. De Témar. Et donc, tu m'as perturbé. Ah, il nous a tous perturbés là. Ah non, il nous a tous perturbés là. Moi, ça m'a servi, hein, franchement. Non, mais après, ça s'est passé, de toute façon, t'as l'épreuve et tout. Ah oui. Je pense qu'ils vont pas soulever. Ah, si vous regardez la vidéo de Canal 10 sur Facebook, je mets la les commentaires. Dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais sinon, en fait, les services vétérinaires, ils ont sorti une application qui s'appelle Alim Confiance cette fois-ci. Sur laquelle en fait on peut voir les contrôles sanitaires. Voilà. En Guadeloupe aussi. Sanitaires. C'est cool. Je crois que ça revient sur 2 ou 3 ans, je sais plus. Et en fait, tu as tous ceux qui ont été contrôlés et la note qu'ils ont eue. Donc en fait, il y a 4 niveaux. Tu as dit c'est Alim Confiance. Alim Confiance. Je télécharge tout de suite. Oui, mais ça marche ici? Oui, bien sûr. Et tu as en fait 4 niveaux de notation, donc très insatisfaisant, insatisfaisant, satisfaisant et très satisfaisant. Ça ressemble à ça. Hein, voilà, c'est ça. On peut voir si on est capable de zoomer jusqu'à... Ok, je fais... Ouais, c'est un... On peut zoomer là. C'est une sorte de cloche. Ouais, une espèce de cloche pour plateau, Alim Confiance. Voilà. Ouais, c'est en cours de téléchargement, là. Et donc, on note c'est finalement... le gouvernement qui... Pardon. Ah ouais, c'est vraiment que... Oui, en fait, maintenant, c'est devenu obligatoire. Pas obligatoire. C'est, en fait, la publication des résultats des contrôles sanitaires, c'est devenu, obligatoire. Ah ouais, c'est une géolocalisation et tout. C'est pas mal. Ah, on voit tout, là. Donc, avant d'aller dans un resto, on peut toujours regarder. Effectivement. Enfin, moi, c'est mon réflexe, parce que je suis dans le domaine. Mais voilà. Mais surtout ce que ça traduit pour moi, le fait qu'il y ait une application, c'est clairement, on a un tracker, mais on va traquer en fait tous les restaurateurs et les l'intérêt de faire appel à moi pour qu'on... En fait, on se traque est ouvert. Alim Confiance avec une note... Ah ouais, une très mauvaise note. Mais en fait, il n'y a personne. Attends. En vrai, le pire dans tout ça, c'est que tu vois, les entreprises comme la sienne, tu vas plus les trouver en France, en gros. Et tu devras faire appel du coup, à une donc, il faut faire venir quelqu'un pour qu'il puisse prendre l'avion. Donc, du coup, tu payes l'avion de tes frais, tu payes ses frais d'hôtel. Et en plus, s'il doit rester plus longtemps, tu payes la modification de l'hôtel, etc. Et la facture, elle monte... Partager mon inquiétude. Pourquoi il n'y a pas rapidement. beaucoup de points sur Jarry? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de points de contrôle? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Il n'y a pas eu dernièrement. Bon, les gars, faites un nettoyage parce que. Allez-y. C'est cool quand même. Je veux être sûr. C'est intéressant, oui. Je me méfiais pas avant et en fait, Là, c'est beau, toute la Guadeloupe est au courant. Non, de toute façon, comme tu dis, c'est le prix à payer. Oui, souvent, voilà, on ne veut pas investir pour être au top. On laisse des petits ratés au niveau de la propreté, de l'hygiène et consorts. Mais un cafard, ça te fait perdre je ne sais pas combien de clients. Et un client qui n'est pas satisfait, c'est plus de 10 personnes qui seront... parce qu'il en parle autour de lui. Clairement. Et puis avec les réseaux, maintenant, les WhatsApp, les Instagram, etc., ça va très vite. J'ai même envie de dire, indirectement, peut-être que la qualité de leurs produits sera du coup beaucoup plus mieux et leur chiffre d'affaires augmentera en fait. Donc tu ne sais pas. C'est l'un dans l'autre. C'est même pas forcément dans l'optique de perdre de l'argent, mais quelque part, il y aura peut-être un bénéfice quelque part. Tu pourras en plus dire, mes produits sont
etc., sont vraiment aux normes, au tel machin. Ils vont peut-être améliorer leur processus à un point où ils pourront le vendre en fait dans leur marketing. Donc ouais. C'est ça. Ouloulou, mais il y en a, ils n'ont pas des très bonnes notes. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, j'ai envie de dire. Ça dit en passant, après, tu sais, tu prends toujours ton principe de précaution, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que tu vas vouloir de base. toujours vouloir être au summum des analyses, mais il y a toujours des petites coquilles qui passent. Mais là, au moins, si tu as la Comme les contrôles possibilité de montrer que tu as fait l'effort, la bonne foi, ben là, on peut te donner. Donc, si tu as ton carnet de contrôle régulier, finalement. Comment ? Si tu as un petit carnet de contrôle régulier, puisqu'elle parlait exactement, de le faire régulièrement, les audits, montre un peu qu'il y a justement le suivi, que vous suivez les process et tout machin. Bon, s'il y a un petit loupé, c'est vraiment. Ouais, et en plus, c'est ce qui se passe en fait. Lorsque, si on dénonce et puis on vient faire un contrôle sanitaire, on va regarder, on va se dire, bon, ok, il y a eu un loupé. Ça va passer, on a peut-être un avertissement. Au lieu d'avoir vraiment la fermeture administrative où on ne fonctionne pas du tout, on a peut-être après des poursuites pénales, etc. Il vaut mieux prévenir que dire. Non, franchement, avoir le suivi, c'est important. Et souvent, on n'a pas forcément une personne attitrée pour ça. Et c'est pour cette raison qu'Alim Conseil propose des audits de suivi régulièrement, donc pour les professionnels. Ah, maintenant, si vous voulez amener une chou, quelque chose, quelque part, tu sais que c'est vrai, ça a telle note sur Alim Conseil. Donc, franchement, merci pour l'appli. Hein. Franchement, c'est top. Franchement. C'est top pour cette application. Donc, il révèle effectivement que, bon, moi je le dis, hein, ça veut dire que même le les gouvernement, en boucheries. fait, ils vont contrôler. Hein. Ils vont commencer à vous contrôler. Pas que les restaurants, il y a les boucheries aussi. Oui, il y a tout le monde dans les catégories, wesh. Tous les professionnels de l'alimentaire, tu vas retrouver les restaurateurs, les agrotransformateurs. Il y a tout, j'ai vu la liste. Les grandes enseignes de distribution aussi, tout le monde. Ouais. Et je vois qu'il y a plus de très moyens que de satisfaisants. Hein. Donc, c'est inquiétant tout ça quand même. Hein. Notez Alim Conseil. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous présenter votre activité. Donc, une activité qui est très peu répandue ici en Guadeloupe. Donc, vous essayez effectivement de mettre un peu à niveau tous ceux qui sont dans le domaine alimentaire. On va mettre un petit peu le visuel juste avant de se quitter pour voir comment on peut vous joindre. Je crois qu'il y a un mail, il y a un numéro de téléphone, il y a un peu tout. Et un compte Instagram. Super. En tout cas, merci beaucoup. On fera appel à vous hein, quand il y aura des petits soucis alimentaires en Guadeloupe pour nous aider à un petit peu démêler tout ça, hein, puisqu'il risque d'y avoir des contaminations. On ne sait pas trop quoi, hein, puisque quand ils vont broyer les grillons, on ne sait pas ce qu'ils vont broyer avec les grillons. Sincèrement, le monde change. Est-ce qu'on est prêt ? On verra. Petite dédicace à Christelle. Arrêtez de démonter le FIFO de la personne, d'accord ? Le FIFO ? First in, first out. Pourquoi tu dis ça ? Parce que y a des gens comme Christelle, que je redis encore, qui vont chercher. En fait, l'idée, c'est que tu dois mettre les produits en fonction de la création, la date de création, celui qui a été créé en dernier, tu le mets tout derrière, pour que les gens puissent toujours prendre le produit qui est le plus récent, enfin le plus ancien, pardon. Il y a des gens... Ah, tu parles de rayonnage, là ? Oui, de rayonnage. Okay. Et les gens, ils cherchent au fond pour prendre celui qui est soi-disant le plus propre. Et non, arrêtez de faire ça parce qu'après, les gens se retrouvent avec des produits qui sont périmés. Ouais, mais tu sais bien, nous, on ne prendra jamais ce qui est devant. Nous, on ne prend pas ce qui est devant. Tout le monde s'est amusé à le toucher, à le regarder, à le retourner. Tout le monde l'a déjà manié. Et le reposer. Donc moi, c'est vrai, c'est réflexe chez nous. Hein. Tu vas chercher le produit qui est un petit peu plus derrière, emballage nickel et tout et tout. Oui, mais après, c'est comme ça que je te retrouve avec des entreprises qui ont une note rouge. Et c'est un produit sur combien ? Tu en mets un, tu le mets en face à tout le monde fait ça. Non, Yoel, tout le monde fait ça. Ici, tout le monde fait ça. Voilà, c'est ça que j'avais à dire à la population. Allez, bisous. On se retrouve mardi prochain. Bisous tout le monde.